Regardez ces images en direct du Liban où l'armée israélienne mène en ce moment un raid sur la banlieue sud. Les combats continuent à la frontière avec Israël, mais cette nuit, Tsahal a aussi bombardé le nord du pays. La cible était le chef du Hamas, Saïd Attallah, chef de la branche armée du groupe terroriste. Et signe bien que les tensions s'intensifient au Proche-Orient. Toutes les équipes de LCI sont mobilisées sur le terrain. Et on va retrouver tout de suite Claire Cambier qui est avec Thibaut Bruck à Beyrouth. Claire Cambier, est-ce que vous sentez, vous qui êtes sur le terrain, qu'il y a une intensification des combats ? Oui, clairement, et la question qui se pose, c'est est-ce que le Hezbollah peut tenir dans la durée ? On a bien vu qu'Israël avait mené des coups très durs contre la milice chiite ces 2 dernières semaines. La milice est aujourd'hui un petit peu décapitée, si l'on peut dire, avec la mort d'Hassan Nasrallah et de nombreux hauts commandants, mais elle est loin d'être décimée, avec toujours des milliers de combattants qui répliquent sur le terrain. Les salves de roquettes tirées sur le nord d'Israël n'ont jamais été aussi importantes depuis le 8 octobre. Des centaines de tirs de Katyusha tirés chaque jour. Et puis aux abords de la frontière, la milice assure avoir repoussé de nombreuses incursions ces derniers jours. Cette nuit encore, au niveau d'Adaïsé, le Hezbollah estime que Israël cache même certaines pertes matérielles et humaines. En tout cas, ce que l'on sait, c'est qu'Israël reconnaît la mort de 11 soldats depuis le début de l'offensive terrestre. C'est un bilan qui est très lourd pour Tsahal, qui pour le moment avait connu 20 morts en un an depuis l'attaque du 7 octobre. Ces victoires limitées, elles ont un retentissement important auprès de sa base populaire et même auprès de l'ensemble des Libanais, puisque même ceux qui sont contre la milice chiite ne souhaitent pas voir Israël envahir le pays, violer sa souveraineté. Le Hezbollah, qui de son côté a toujours vu une éventuelle invasion terrestre comme une opportunité pour reprendre le dessus. Reste à voir maintenant si Israël assume en réalité ses premières pertes pour mener une plus grande offensive dans le futur. Merci Claire Cambier et merci à Thibaut Bruck qui vous accompagne. Donc pour débattre de cette escalade qui arrive devant nous, là c'est plus vraiment du conditionnel. Angela Trad, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes avocate franco-libanaise. Richard Verly, bienvenue sur ce plateau, journaliste correspondant pour le quotidien suisse Blick, auteur du Bal des illusions, ce que la France croit, ce que le monde voit. Et Maxime Pérez, enfin bonjour, bienvenue, ancien correspondant au Proche-Orient et spécialiste des questions de défense. Alors Richard Verly, une question, on a entendu effectivement Claire Cambier qui nous parlait de l'intensification des combats. À votre avis, jusqu'où va aller Israël au Liban ? Jusqu'au moment où, d'abord, l'armée israélienne ne pourra peut-être plus progresser, parce que ce qui vient d'être dit, c'est que les pertes sont déjà assez importantes en quelques jours, et il est évident que si l'armée israélienne fait de plus en plus d'incursions terrestres, elle va se retrouver de plus en plus au contact des défenses du Hezbollah, et le Hezbollah, finalement, est beaucoup mieux équipé pour cette guerre terrestre que pour une guerre aérienne et pour les frappes qu'on a vues qui l'ont décapité. Donc il faut s'attendre à ce que l'armée israélienne pousse au maximum son avantage parce qu'elle pense l'avoir, et c'est vrai que le Hezbollah a perdu son commandement, donc le moment est en quelque sorte stratégiquement favorable. Et la deuxième chose, c'est que je crois qu'il y aura quand même, notamment avec le montant des pertes, là un curseur qui sera important. Si d'aventure, à l'occasion d'une incursion, on devait avoir par exemple 10 nouveaux soldats israéliens tués, voire plus, ça pourrait être un moment qui inciterait le gouvernement israélien à reculer. Mais pour l'instant, je ne vois pas du tout pourquoi l'armée israélienne reculerait, surtout à la veille de la commémoration du 7 octobre. Il faut absolument pour Benyamin Netanyahou apparaître comme celui qui a vengé l'affront du 7 octobre, plus que ça, la tragédie du 7 octobre. Angela Trad, je rappelle que vous êtes libanaise. Qu'est-ce que ça vous fait justement de voir cette ville de Beyrouth toujours sous les bombes ? Hier, le ministre de l'économie libanais disait « Cela va bien au-delà de ce qui s'est passé en 2006 ». Est-ce que ça réveille chez vous des traumatismes justement de cette guerre ? Alors, j'étais en 2006 au Liban, au moment où il y avait des affrontements entre le Hezbollah et Israël et au moment où la guerre avait été déclenchée. Nous avions été rapatriés par la France, par l'armée française, dans des bateaux militaires. Évidemment, c'est un traumatisme, mais c'est un traumatisme pour tous les Libanais. Qu'est-ce que ça m'évoque aujourd'hui ? Vous disiez, on ne comprend pas quelle serait la raison pour l'armée israélienne d'arrêter les frappes sur le Liban. Ça n'est pas seulement Beyrouth qui est touché aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des affrontements au sud du Liban, jusqu'au fleuve Litani. Il y a des affrontements dans la banlieue sud de Beyrouth, qui d'ailleurs est attenante à l'aéroport, ce qui rend l'aéroport
difficilement accessible et dangereux en réalité pour les Libanais et même ceux qui essayent de quitter le Liban. Je rappelle que c'est aussi le bastion du Hezbollah. Absolument. Mais le problème aujourd'hui, c'est que donc vous avez la banlieue sud qui est touchée. Vous avez également le Beyrouth même qui a été touché depuis la semaine passée. Ce matin, pour la première fois, nous nous sommes réveillés en apprenant que Tripoli a été touché. Tripoli étant au nord du Liban. La crainte aujourd'hui, c'est quoi ? C'est que oui, vous avez le Hezbollah qui est au Liban et Israël. Ces images viennent de nous parvenir justement de Tripoli, dans le nord Liban, où je le rappelle, Israël a mené une frappe qui touchait un chef du Hamas qui est mort avec ses 2 enfants. En fait, ce qui est dramatique, c'est que les frappes israéliennes ont vocation à tuer les membres du Hezbollah, à affaiblir le Hezbollah et à affaiblir le Hamas. Sauf que dans l'intervalle, ce sont les civils libanais qui subissent ces frappes-là et que ces frappes qui s'intensifient. Ce qu'il faut se dire, c'est que vous avez à la fois des pertes civiles, des pertes humaine. Le Liban est en train de devenir un cimetière et pour les personnes qui habitent sur place et qui ne sont pas touchées par ces frappes, c'est un traumatisme. Psychologiquement, les vrombissements des avions israéliens qui franchissent le mur du son, vous avez les drones qui ne cessent de survoler à la fois la capitale mais également le reste du pays et vous avez tous les soirs, nous qui sommes en France, nous nous sentons impuissants. Nous nous couchons dans un pays en paix, Dieu merci, et nous nous réveillons en nous demandant si à 4000 km de là, dans notre pays d'origine, nous allons apprendre des nouvelles pertes, des nouveaux morts, des personnes de nos familles qui sont touchées, et eux vivent avec ce traumatisme psychologique systématique d'une crainte, d'une frappe qui pourrait tomber à n'importe quel moment. On entend la détresse Maxime Pérez dans la voix d'Angela Trad. Le ministre de l'économie du Liban hier disait « Nous avons des hôpitaux qui sont remplis, des écoles remplies, des gens qui dorment dans la rue et cette guerre continue. Elle ne fait que détruire le pays. De mon point de vue, elle n'a aucun but. » Aucun but. Est-ce que c'est possible véritablement de détruire le Hezbollah ou est-ce que ça ne va pas le renforcer justement, ces frappes ? Alors on a toujours prêté aux Israéliens des qualités de fins tacticiens et par contre beaucoup moins de qualités en termes de vision stratégique. Donc ce débat existe, on l'a vu apparaître en Israël au moment de la guerre à Gaza, pendant sa conduite, qui a été un moment contesté par une partie de la population sur la finalité. On sait tous que beaucoup d'Israéliens attendent le retour des otages, beaucoup plus que la fin du Hamas comme organisation politique et militaire. Et l'équation se pose à nouveau avec le Hezbollah, même si l'objectif déclaré des responsables israéliens, c'est principalement de nettoyer le Sud-Liban de toute présence militaire du Hezbollah. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui l'armée opère, je crois, dans à peu près 27 villages du Sud-Liban, avec un objectif, a priori, qui est annoncé, c'est celui de repousser le Hezbollah derrière le fleuve du Litani, donc à 10 kilomètres au nord d'Israël. Et cela correspond à ce qu'imposait la résolution 1701 après la guerre de 2006, à savoir que cette partie, cette bande de 10 km, cette zone tampon quelque part qui sépare le fleuve du Litani de la frontière israélo-libanaise doit échapper à tout contrôle et à toute présence de milices, même si le Hezbollah n'est jamais cité directement. Et je pense que c'est ça, pour l'instant, l'objectif des Israéliens, mais tout dépendra de la conduite des combats, des pertes israéliennes et de la façon dont réagit le Hezbollah sur le terrain. Et on voit bien sur cette carte que la présence du Hezbollah est donc tout à fait à la frontière encore aujourd'hui avec Israël. Richard Verly, selon l'ONU, il y aurait déjà peut-être 1 million de personnes déplacées au Liban. On sait que dans ce pays, la mosaïque ethnique, culturelle est très fragile. Est-ce que justement tous ces mouvements de population ne vont pas entraîner le Liban dans soit une énorme exode, soit peut-être même une guerre de factions, justement ? Quel avenir pour le Liban ? Alors, ma voisine a sans doute plus d'informations de terrain que j'en ai, mais l'exode, il est là. On le voit, il est incontestable. Les routes, depuis maintenant 2 semaines sont absolument embouteillées entre le sud et Beyrouth. Il y a ces scènes de gens qui dorment dans la rue, sur la corniche, à Beyrouth, dans tous les villages chrétiens, par exemple du sud, parce qu'il y a des villages chrétiens dans le sud Liban. Les populations chiites affluent, et donc il y a des besoins pour simplement subvenir à ces gens, les ravitailler, etc. Donc je dirais que la pression sur la population libanaise, elle est énorme. Alors après, est-ce que ça va
disloquer le pays à nouveau avec ce spectre de la guerre civile. Écoutez, moi ce que j'entends, c'est pas le cas. C'est-à-dire, au contraire, ce que je constate, mais peut-être que vous me démentirez, c'est que les Libanais sont plutôt aujourd'hui unis face à ce qu'ils estiment une guerre injuste. Alors bien évidemment, ils sont très remontés, mais ça c'est pas nouveau, contre le Hezbollah qui, avec ses bases militaires, avec sa force militaire, a en quelque sorte pris en otage une partie de la population. Mais pour l'heure, ce qu'ils subissent, c'est les frappes israéliennes. Et moi, ce qui me frappe, c'est que tous mes amis libanais disent qu'au fond, Israël fait payer au Liban un prix qui est absolument injuste. Donc est-ce que c'est un facteur de dislocation entre communautés, ou est-ce qu'au contraire, c'est peut-être un facteur où la population, face à une menace extérieure qui tombe littéralement du ciel, se retrouve davantage unie? Le problème, c'est que pour être unis et pour le rester, il faut pouvoir assumer les besoins humanitaires du moment. Et là, les fractures risquent d'intervenir quand à un moment donné, par exemple, je prends un exemple, les villages chrétiens qui accueillent, s'il n'y a plus rien à donner, bien évidemment, les chiites qui sont arrivés vont être désignés du doigt et peut-être rejetés. Mais pour l'instant, il me semble, je parle au conditionnel, que ce n'est pas le cas. Quel écho vous avez justement des Libanais ? Alors, premièrement, oui, il y a une désorganisation qui est de plus en plus forte du pays, effectivement, du fait des mouvements de population. Les chiffres disent on parle de plusieurs centaines de milliers de personnes, voire même jusqu'à 1 million de personnes qui ont été déplacées, qui soit ont été déplacées vers le pays plus au nord, donc vers Beyrouth, soit sinon sont même partis jusqu'en Syrie. Qui fuient vers la Syrie. D'ailleurs, on va voir des images de notre correspondant Arthur Sardin, justement, qui a filmé cet exode vers la Syrie. À noter que avant-hier soir a été bombardée la route qui permettait aux civils de fuir vers la Syrie. Vous avez évoqué, pardonnez-moi, la résolution 1701 tout à l'heure. La résolution 1701 impliquait, oui, un désarmement du Hezbollah. Elle impliquait également un arrêt des hostilités d'Israël au Liban, au moment de la guerre de 2006, mais elle impliquait également l'arrêt par Israël de la violation de l'espace aérien libanais. Il faut noter qu'entre 2007 et 2022, il y a eu, et c'est une agence Air Pressure, je pense, il y a eu 22 000 violation de l'espace aérien libanais. Aujourd'hui, les Libanais sont inquiets, oui. Les associations sur place, les associations caritatives disent qu'elles ne peuvent pas subvenir, aider les Libanais qui ont été déplacés jusqu'à la capitale et dans le reste des villages du Liban. Deuxièmement, le Liban est déjà un État qui subit une crise depuis 2019 très forte. En 2019, il y avait eu des fortes manifestations dans le pays de tous les Libanais, toutes confessions confondues, tous partis politiques confondus, et le pays était plongé dès 2019 dans une crise financière, politique, sociale et géopolitique, évidemment. Et aujourd'hui, le Liban ne peut pas se permettre de survivre, de vivre encore cette crise-là. Alors, est-ce que le Hezbollah, qui, je le rappelle, est une milice chiite que certains disent terroriste, peut quand même affronter Israël? Est-ce que le Hezbollah peut se défendre contre l'offensive d'Israël? Bon, il est très clairement affaibli par les frappes israéliennes qui ont visé sa chaîne de commandement, qui ont visé ses armes stratégiques. On voit bien que même si l'intensité de tir contre le territoire israélien a augmenté, on est aujourd'hui à 200 tirs de roquettes par jour. C'est un peu plus important que pendant la guerre larvée qu'on a pu observer entre Israël et le Hezbollah ces 11 derniers mois, mais on est très loin des capacités que le renseignement israélien prêtait au Hezbollah, qui estimait qu'en temps de guerre... Ce qu'on dit, c'est que l'Iran, justement, freine le Liban en disant « gardez vos missiles, gardez vos missiles ». Ce sont les informations que vous avez aussi ? Oui, parce que... Alors, j'ai entendu ces informations. Il faut savoir que l'Iran a toujours voulu et cherché et espéré, ou en tout cas n'avoir à utiliser le Hezbollah qu'en cas d'attaque israélienne contre ces centrales nucléaires. C'est un espèce de bouclier, une espèce de garde prétorienne que l'Iran espérait activer pour répondre à Israël en cas d'attaque contre ces sites nucléaires. Et elle a joué énormément ces dernières années sur la peur que le Hezbollah crée au sein de la société israélienne. Maintenant, sur les capacités militaires du Hezbollah au sud du Liban, il faut savoir que le
Hezbollah se prépare à cette guerre depuis 2006. La force Redouane, dont le commandement militaire a été éliminé ces dernières semaines par l'aviation israélienne à Beyrouth, a été constituée en 2008. Il faut savoir que le Hezbollah s'est également aguerri pendant la guerre civile en Syrie, puisqu'il a été mandaté par l'Iran pour aller combattre aux côtés... Vous pensez qu'il n'est pas encore à terre? C'est ça qu'on entend dans votre... Ces unités sont organisées de manière suffisamment autonome pour supporter un assaut israélien. Il y aura des combats extrêmement difficiles, mais la finalité ne fait pas de doute. Et la question est surtout de savoir quel sera le degré de supportabilité des pertes côté israélien par la société israélienne, qui est déjà usée par quasiment un an de guerre, avec un nombre également de pertes importantes à Gaza et sur d'autres fronts. Alors vous venez de dire que le rôle du Hezbollah, c'était aussi d'inspirer la peur, et la peur d'attaquer l'Iran, mais vous allez voir qu'un autre message a été passé hier, puisque on a vu depuis 4 ans, je crois, le guide suprême, l'Ayatollah Khamenei, qu'on disait cloîtré de peur d'être tué par Tsahal, faire une apparition, lui qui ne prend que rarement la parole. Vous allez voir, il s'est pourtant adressé à des milliers de personnes depuis Téhéran, et vous allez le voir, fusil à la main, il donne le ton face à Israël. Cette entité malveillante qu'est Israël n'a pas de racines. Elle est fausse et chancelante. Et elle s'est maintenue à peine grâce au soutien de l'Amérique. Et si Dieu le veut, elle ne survivra pas. Richard Averly, ces mots sont forts. Si Dieu le veut, Israël ne survivra pas. Quel symbole donne l'apparition du guide suprême qui sonne là comme un défi pour Israël? Oui, absolument. C'est en termes d'équilibre et de chance de sortir du conflit régional, là pour le coup, on a, si on l'écoute, aucune chance. C'est-à-dire que c'est bien évidemment une posture, parce qu'il est le guide de la révolution et il doit au moins en parole réagir aux frappes israéliennes et à tous les dommages qu'Israël a causés récemment. Vous vous souvenez de la mort d'Ismaël Haniyeh, etc. Donc bien évidemment, mais au-delà, il y a la posture du fusil, vous l'avez dit, c'est un appel à éliminer Israël, et donc ça ne peut que renforcer tous ceux qui, en Israël et au-delà, tous les alliés d'Israël qui pensent que l'Iran est le problème, que l'Iran était le problème par son soutien au Hamas à Gaza, alors que le Hamas est sunnite et l'Iran chiite, il faut quand même le rappeler, et le soutien évidemment au Hezbollah qui lui est le bras armé libanais de l'Iran. Donc une posture comme celle-ci ne peut que renforcer, encourager tous les faucons, je ne sais pas comment on peut les appeler, au sein de l'armée israélienne, qui estime que le moment est venu, là aussi parce que l'Iran est fragilisé, de taper plus fort, voire de le déstabiliser. Cela dit, Joe Biden a mis une ligne rouge quand même, au moins en parole, en disant que les installations nucléaires ne devaient pas être touchées.